Nous abordons aujourd'hui un sujet qui, une fois de plus, est d'importance, mais c'est un petit peu logique puisque j'aborde essentiellement des thématiques qui sont prévues par le programme, et si elles sont dans le programme, en général, c'est qu'elles ont leur raison d'être dans celui-ci. La colonisation, je ne l'aborderai que par un angle, par le biais d'un pays qui est celui de l'Algérie. Dans le passé, j'ai déjà fait des cours généraux sur l'histoire de la colonisation et de la décolonisation, et puis maintenant il me semble intéressant de travailler sur des sujets plus précis, plus particuliers, qui nous permettent de démonter le fonctionnement même de ce processus. La colonisation, c'est un processus qui n'appartient pas au XIXe siècle. On pourrait dire que dans l'histoire de la mondialisation, qui remonte en gros au XVe siècle, il y a une première vague de colonisation menée par les Portugais et les Espagnols, bientôt suivie par les Britanniques, par les Français, par les Hollandais et même les Scandinaves. Et puis alors il y a une deuxième grande vague de colonisation qui est en lien immédiat avec la révolution industrielle, puisqu'il fallait trouver des matières premières et des débouchés pour les produits finis. Cette deuxième colonisation remonte en gros à la deuxième moitié du XIXe siècle, pour l'Afrique dans les années 1880, et ce processus va se terminer à la fin des années 1940 pour l'Inde, pour le Pakistan, pour l'Indonésie, et au tournant des années 50 et 60 pour l'Afrique. Donc 1960, c'est évidemment une date clé pour l'Afrique, où la plupart des pays d'Afrique vont connaître ce processus qui les mène à l'émancipation, au moins théorique, des peuples européens. Je dis théorique parce que cette période de colonisation va être suivie par ce que l'on appelle le néocolonialisme. Ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, donc je me réserve pour plus tard. Cette colonisation, ce principe de colonisation remonte loin dans l'Antiquité. Vous avez entendu parler, ou même vous avez eu des cours avec moi, sur la colonisation des pourtours de la Méditerranée par les Phéniciens et par les Grecs, par exemple. Si on remonte au Moyen-Âge, sachez quand même que les croisades sont un véritable phénomène de colonisation du Levant, c'est-à-dire du couloir syro-palestinien. Retenez aussi quand même que précédant la conquête de l'Algérie et cette poussée de la France vers le sud, il y a déjà au XIIIe siècle le combat, j'allais dire, des nordistes contre les sudistes en France, c'est-à-dire lorsqu'il y a la guerre contre les Albigeois et finalement l'annexion du comté de Toulouse. Donc on pourrait considérer que, à longue distance, la conquête de l'Algérie n'est qu'un prolongement d'un phénomène qui commence donc au Moyen-Âge, et ceci a bien été montré d'ailleurs par un médiéviste français qui s'appelle Jérôme Bachet, qui a écrit un ouvrage sur la colonisation, la civilisation féodale, où il montre qu'en fait, la fin du XVe siècle, la découverte de l'Amérique, n'est pas le point de départ d'un processus de colonisation, mais qui est en fait plutôt l'aboutissement d'un processus de colonisation qui commence au Moyen-Âge. Comme autre grande vague de colonisation, à part celle que j'ai citée, vous avez la colonisation des terres contiguës. La colonisation, c'est obligatoirement la colonisation de terres qui se trouvent à l'autre bout du monde. Ça va être le cas à partir du XVIIe siècle de la Russie, qui
qui va conquérir cet immense espace qu'est la Sibérie, et puis, au XIXe siècle, l'Asie centrale et le Caucase. Vous avez enfin, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, cette progression des colons américains, états-uniens pour être plus précis, dans la direction de l'ouest, vers ce que l'on appelle à l'époque donc le lointain ouest, le Far West. Et tout ça n'est pas sans lien avec le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. On va le voir en particulier lorsqu'il y aura une politique, pourrait-on dire, d'indianisation des Algériens dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Maintenant, je voudrais vous lire une phrase tirée d'un discours de François Fillon. Vous vous souvenez qu'au cours précédent, je vous ai lu un court extrait d'un discours de Nicolas Sarkozy. François Fillon, ex-premier ministre du personnage que je vous ai cité il y a un instant, et qui est, comme lui, candidat à la primaire pour les élections à droite qui doivent se passer, sauf erreur de ma part, au mois de novembre de cette année-ci, donc 2016. François Fillon, donc dans un discours daté du 28 août 2016, c'est-à-dire il y a un petit peu moins d'un mois, disait ceci: « La France n'est pas coupable d'avoir voulu partager sa culture aux peuples d'Afrique, d'Asie et d'Amérique du Nord. » Alors vous voyez comme l'histoire peut être instrumentalisée par les partis politiques au moment des campagnes électorales, et pas seulement au moment des campagnes électorales. Ceci n'est pas sans intérêt. Pourquoi ? Parce que le parti de François Fillon, qui est celui de Nicolas Sarkozy, a une forte probabilité de se retrouver au pouvoir à partir de mai-juin 2017. Et donc, ce parti-là disposera d'une majorité pour revoir complètement les programmes d'histoire et les orienter dans le sens, même s'ils y apportent quelques nuances, qu'ils auront évoquées pendant leur campagne électorale. Donc, les professeurs d'histoire en France ont tout à craindre de cette élection, pas du tout parce qu'il s'agit d'un combat entre la gauche et la droite et que la droite va l'emporter, non, tout simplement dans le cadre de leur profession qui se veut être un travail qui vise à l'objectivité et qui essaie de rendre compte de la réalité de l'ensemble de l'humanité, et non pas voir l'histoire par le prisme, je dirais, d'une histoire nationale française, voire gauloise. Voilà donc la raison pour laquelle ça me semble intéressant d'étudier ce phénomène de la colonisation, parce qu'il risque très sérieusement d'être reconsidéré d'ici un an. Je vais, dans cet exposé, tenter de mettre en évidence quels sont les grands caractères de la colonisation en Algérie sous un angle particulier et qui me semble essentiel, qui est celui de l'appropriation des terres de ceux qu'on appelait les indigènes. D'ailleurs, étymologiquement, le terme n'est pas faux, mais vous savez que le terme indigène était connoté d'une valeur péjorative, c'est-à-dire des gens sous-développés, pas seulement sur le plan économique et social, mais aussi sous-développés intellectuellement. Il y a une connotation raciste évidente lorsqu'on parle d'indigènes. Indigène, ça vient simplement de deux mots grecs qui veut dire ceux qui sont nés dedans, tout simplement. Donc ça n'a rien de péjoratif a priori. Nous sommes d'ailleurs ici des Belges, des indigènes en Belgique, voilà, je vous le rappelle quand même. Alors, ce phénomène de l'appropriation des terres est tout à fait essentiel. Ce sera même un débat au sein de la République française, enfin des régimes successifs
depuis 1830 en France quant à l'intérêt de la colonisation de l'Algérie, colonisation d'exploitation, colonisation de peuplement. On se limite à établir des comptoirs sur les côtes dans un but commercial et dans un but industriel, ou va-t-on coloniser l'intérieur des terres? On va voir en fait que l'Algérie va être en même temps une colonie d'exploitation, mais aussi une colonie de peuplement, puisqu'au moment de l'indépendance de l'Algérie, en 1962, il y avait 1 million de résidents donc français en Algérie, ce qui est énorme, tout à fait énorme, et qui explique d'ailleurs cette guerre terrible qui va opposer d'une part l'armée de la 4e et puis de la 5e République française au FLN, c'est-à-dire le Front National de Libération, qui était la principale organisation qui menait la lutte d'indépendance chez les Algériens. Première période donc, celle de la monarchie de Juillet, parce qu'il se fait que Alger est prise en 1830, lorsque, au mois de juillet, sauf faire de ma part, ou au mois de juin, mais je crois que c'est au début juillet, lorsque la monarchie de Charles X, c'est-à-dire la Restauration, expire et va être remplacée donc par une monarchie soutenue par la grande bourgeoisie industrielle principalement, c'est-à-dire la monarchie donc de Juillet, qui a pour roi, il n'y aura qu'un seul roi, c'est le roi Louis-Philippe. Louis-Philippe Ier, roi des Français dorénavant, et non plus roi de France, comme c'était encore le cas pour Charles X. Cette période, on peut la diviser en 2 époques, 2 phases. Tout d'abord, de 1830 à 1840, c'est une période, je dirais, de colonisation anarchique, un petit peu comme aux États-Unis, d'ailleurs, à ce moment-là, quand les colons partent vers l'ouest. C'est anarchique. Il y a beaucoup d'aristocrates qui acquièrent des terres d'une manière pas très légale, peut-on même parler de légalité, à ce moment-là on peut parler de spoliation véritablement des terres, ça se fait pratiquement hors d'un cadre juridique. Ceci dit, ces aristocrates, des études l'ont montré, gèrent d'une manière certains d'entre eux en tout cas ont géré de manière très sérieuse le domaine qu'ils avaient acquis à cette occasion. Et puis une deuxième période qui est celle de 1840 à 1848, qui est une époque où le pouvoir, l'État français, va entrer dans la danse et va pratiquer une colonisation de manière officielle. Dès 1843, une loi est votée qui confisque de nombreuses terres aux Algériens. Alors, pour le régime qui succède à la monarchie de Juillet, c'est donc la Deuxième République entre 1848 et 1852, l'État va s'arroger par une loi de 1851 les forêts. Donc les forêts appartiendront au domaine de l'État. À partir du Second Empire, qui s'étend de 1852 à 1870, on peut considérer que là aussi, il y a 2 phases comme pour la monarchie de Juillet. Première phase 1852-1862, deuxième phase 1862-1870. Cette première phase est caractérisée par une petite colonisation officielle. Ça veut dire quoi concrètement? Eh bien, ça veut dire que
tout à fait officiellement, l'État encourage la création de commissions de transactions entre, d'une part, les colons et, d'autre part, les autochtones, donc les indigènes, entre guillemets, les Algériens, pour l'achat de terres. Mais vous comprenez bien que le rapport de force est du côté des colons français qui sont soutenus par l'État français, donc par le Second Empire. Deuxième caractéristique de cette période, c'est une période à partir, une période aussi, non excusez-moi, on est toujours dans la même phase, c'est une autre caractéristique, c'est à ce moment où se développe une colonisation de type capitaliste. Donc là, ça ne concerne pas la petite propriété qui est acquise à la suite de transactions avec l'habitant local, avec l'indigène, mais ce sont des capitalistes qui souhaitent faire des bénéfices plantureux dans le cadre de l'acquisition de terres nombreuses, et ceci va mener à une politique que l'on appelle la politique du cantonnement. Le cantonnement, c'est quoi? Eh bien, c'est une politique qui est soutenue évidemment par une loi qui vise à rassembler les tribus algériennes sur des territoires déterminés. Ces territoires ne sont évidemment pas choisis au hasard, puisqu'il s'agit des terres les plus mauvaises, c'est-à-dire des terres stériles. Vous vous souvenez que dans l'introduction, j'ai parlé d'indianisation. Quand j'ai parlé de la colonisation des, comment dirais-je, de l'Ouest, mais du Far West, par les Américains du Nord, les États-Uniens, donc. Et c'était quoi l'indianisation? Enfin, que moi j'utilise le terme indianisation, c'est un terme que j'invente évidemment, mais c'est dans un but pédagogique, qui consistait, lorsque l'on avançait, à faire reculer les Indiens, et puis, lorsque l'on avait besoin d'un certain nombre de terres très intéressantes, eh bien on les parquait dans des réserves. Toutefois, ces réserves ne vont pouvoir être conçues, fabriquées, j'allais dire, avec des guillemets, qu'à partir de la fin des guerres indiennes, parce que les Indiens ne se sont pas laissés faire comme ça, il a fallu attendre les années 1870 pour que de grandes batailles aient lieu entre des fédérations de peuples indiens et d'autre part l'armée fédérale américaine, qui se conclut par les défaites de personnages légendaires, des chefs de peuples et de fédérations indiennes. Vous les connaissez certainement. Enfin, évidemment, quand j'étais jeune, on n'arrêtait pas de passer des westerns à la télévision. C'est plus le cas maintenant. Mais moi, dans les années 60, moi je me souviens, on ne passait que des westerns. C'était tout le temps, on était encore sous l'emprise, je dirais, évidente d'une certaine vision d'histoire des Américains qui ont conquis économiquement, mais idéologiquement aussi, notre continent après la Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, la suprématie américaine dans le domaine cinématographique est incontestable. Je crois que 85% des films qui passent à la télévision, ce sont des feuilletons ou des films américains. Mais ils n'ont plus cette thématique, en tout cas. Je dirais que, d'ailleurs, ces westerns, cette vague de westerns s'est terminée dans les années 70 par ce qu'on appelle les westerns spaghetti, avec Sergio Leone, il était une fois dans l'Ouest, ou des choses comme ça, ou il était une fois la Révolution. Voilà. Alors,
Mais ces deux personnages, je n'ai pas encore cités, c'est donc aux États-Unis, je ferme ma parenthèse après parce que mon but c'est de travailler sur la colonisation algérienne quand même par la France. C'est d'une part Woodney, hein, vous savez, qui est un grand chef indien, Woodney ça veut dire littéralement donc genou blessé en anglais, et alors l'autre grand chef indien c'est évidemment Sitting Bull, hein, Sitting Bull qui veut dire le bison assis. Enfin, je termine cette parenthèse, mais je crois que ça vaut la peine parce que ça se passe en même temps, dans le même demi-siècle, tout ce dont je suis en train de vous parler. Parallèlement, et même un peu plus tard, les Britanniques vont faire la même chose en Afrique du Sud, en créant des Bantoustans, qui sont des réserves de Noirs. Hein, les Britanniques s'arrogeant, avec les Afrikanders, les meilleures terres, évidemment, de l'Afrique méridionale. Alors, nous passons maintenant à la deuxième phase du Second Empire, c'est-à-dire cette période qui va de 1862 à 1870. Alors, une loi de 1863 est votée à la suite de la rencontre de l'empereur Napoléon III avec des algérophiles, si je puis dire, qui le convainquent qu'il ne faut pas maltraiter les tribus algériennes, ce n'est pas l'intérêt de la France, que l'Algérie doit être une colonie de paysans et que les indigènes ont toute leur place dans la production agricole, mais ils parviennent aussi à le convaincre que une des deux caractéristiques qui avaient caractérisé son régime entre 1852 et 1862 doit être abandonnée. C'est la période où s'était mise en place une véritable colonisation de type capitaliste. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ça il y a quelques instants. N'oubliez pas que le Second Empire se trouve dans une période de haute conjoncture, de spéculation, où le capitalisme se développe très fortement dans le monde, en Europe en particulier, et entre autres choses plus particulièrement en France. Cette période de haute conjoncture se situe, je dirais, entre 1850 et d'autre part 1873, et puis alors pour les 25 dernières années du siècle, on va aller dans une période de dépression. Mais ça, c'est après, je dirais, la période du Second Empire. Et donc Napoléon est sensible à cet argument. Il est sensible au fait qu'il faut effectivement veiller à une colonisation qui ne perturbe pas trop l'attachement à la terre des Algériens, et c'est ainsi qu'une loi est votée en 1863. Tiens, je ne l'ai pas noté au tableau, c'est un oubli de ma part, où là, je vais quand même la noter, sinon ce sera incomplet. C'est une loi qui vise à la protection de la propriété des tribus. Voilà. Parallèlement, Napoléon III revient à cette idée qu'il faut favoriser la propriété individuelle et non plus pousser à
la création de ces grandes propriétés foncières de type capitalistique qui avait été la marque de la première partie de son règne. En fait, sur le terrain, en pratique, donc il faut bien distinguer l'aspect législatif de l'aspect, je dirais, pratique, réel de la situation. Beaucoup d'administrateurs restent favorables à la situation antérieure, donc visant la grosse propriété foncière de type capitaliste, et les acquisitions par de grands propriétaires fonciers, dans les faits, continuent. Finalement, l'histoire est là, je dirais, pour rétablir un petit peu, et même tout à fait, la vérité, et donc la consultation des lois qui ont été promulguées à l'époque ne suffit pas pour établir une chronologie de la colonisation sur le terrain, c'est le cas de le dire. Nous passons maintenant à la Troisième République. La Troisième République qui s'étend de 1870-71 jusque 1940. Pendant cette période plutôt débute par une révolte très importante, celle de Mokrani. Ça vaut peut-être la peine d'orienter la caméra vers ma chronologie. Merci. Mokrani, qui est donc un chef algérien, c'est une révolte très très importante qui va conduire à une répression féroce. Oui, dans ma chronologie au tableau, j'aurais pu évidemment mettre dans les années 1800, fin des années 1830-1840, la révolte menée par Abdelkader, mais ça n'avait pas d'incidence très importante par rapport à mon propos, parce qu'on est quand même au début, je dirais, de la colonisation des terres. Alors, cette révolte conduit donc, je viens de vous le dire, à une répression très sévère qui mène à une confiscation massive des terres par l'État, confiscation des terres des tribus d'Algérie, qui va permettre à l'État d'agrandir le domaine, ce qu'on appelle le domaine, je vous ai dit, ce sont les propriétés de l'État, État qui va donc pouvoir, à partir de ce moment-là, opérer des concessions à titre gratuit à des colons français. Quand je dis français, il faut entendre que très rapidement, tous les Européens qui arrivaient en Algérie, des Espagnols, des Italiens en particulier, mais pas seulement, bénéficiaient d'une naturalisation très rapide. Donc, quand on dit français, il faut savoir que parmi les Français, il n'y avait pas que des Français de souche, il y avait aussi donc des Espagnols et des Italiens d'origine. Les années d'ailleurs 1871-1882 constituent véritablement l'âge d'or de l'immigration en Algérie. Donc de très nombreux Européens, donc français évidemment en grande majorité, s'établissent en Algérie. C'est un petit peu, non pas le Far West à ce moment-là, c'est le Far South, le lointain sud. Et pas si loin que ça d'ailleurs, parce que le sud, c'est l'Afrique subsaharienne, et ça je dirais que la colonisation commence à partir des années 1880, jusqu'à la guerre 14-18, pour se poursuivre évidemment jusqu'en 1960. Alors, autre caractéristique de cette période de la Troisième République, c'est la colonisation libre.
à côté de la colonisation officielle dont je viens de vous parler. Vous avez bien compris que la colonisation officielle résulte des confiscations de terres, confiscations massives sur les tribus algériennes à la suite de la révolte de Mokrani, tandis qu'à côté de ça, il y a une colonisation libre. Alors c'est quoi cette colonisation libre? Bien, cette colonisation libre consiste dans un fractionnement accru des propriétés indigènes, toujours par le biais des commissions de transactions. Alors ce sont théoriquement des transactions libres entre d'une part des colons français, des petits colons français, et d'autre part des paysans algériens, mais je vous ai dit qu'il y a un rapport de force qui est tel que cette propriété indigène est rapidement aliénée, en tout cas en grande partie. Alors, ce fractionnement date de la loi de 1873. Peut-être qu'on peut remontrer la chronologie. Donc, 1873. Merci. Alors, en 1926, donc beaucoup plus tard, donc vous voyez que je saute un demi-siècle, 50 ans, une nouvelle loi, je vais dire, consacre tout le processus d'appropriation des terres des tribus et des paysans algériens. Cette loi de 1926 rend la terre totalement mobilisable. Totalement mobilisable, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que c'est la loi du marché qui prime. Donc, c'est une loi pour dire qu'au fond, il n'y a plus de règles, si je puis dire. Ou plutôt, la règle, c'est que n'importe qui peut acheter n'importe quoi. Donc, il n'y a plus de protection au sens où des lois antérieures l'avaient envisagé des autochtones. Donc, on est vraiment dans le système de type, dans l'économie de marché, qui est en fait un euphémisme pour dire l'économie capitaliste, bien entendu, c'est-à-dire une économie qui n'est plus encadrée par un État dirigiste. On avance dans le temps. Quand on arrive vers, quand on arrive vers la fin de l'époque coloniale en Algérie, on peut faire un petit bilan. Et on doit le faire, puisque en 1945, il y a d'abord le massacre de Sétif. Peut-être intéressant de montrer la carte pour que l'on voit où se trouve Sétif. Vous voyez, évidemment, l'Algérie est un pays immense. Vous voyez, c'est un cartographe, évidemment, assez grossier que j'ai tracé au tableau. Mais on voit que Sétif n'est pas très loin de Constantine, entendons-nous bien, à la dimension de l'Algérie, puisque pour nous, Belges, c'est une distance quand même conséquente. Ça fait, je ne sais pas moi, ça fait peut-être au moins 100 ou 150 km, quelque chose comme ça, je dirais, à vue de nez. À vue de nez, je n'ai pas d'échelle devant moi. Enfin bon, c'est quand même pas juste à côté donc, de Constantine. C'est plus à l'intérieur des terres, donc au sud-ouest de Constantine. Alors quand on fait le bilan, parce que je vous ai dit qu'on arrive, on va tout doucement arriver en 1954, c'est la guerre d'indépendance pour les Algériens jusqu'en 1962, à Sétif en 1945. Alors tenez-vous bien, dans les manuels d'histoire, on retient évidemment le 8 mai 1945, signature de la capitulation de l'Allemagne. Bien le même jour, il y a une révolte massive dans cette ville de Sétif qui conduit à un massacre de plusieurs milliers d'Algériens par les Français, par l'armée française. C'est le même jour que la date de la capitulation d'Allemagne, sauf qu'ici, les Français, ils sont du mauvais côté. Ils sont du mauvais côté. C'est eux qui massacrent. La situation va se dégrader. 1954, je vous dis, c'est le début d'une guerre
terrible entre l'armée française d'une part et le FLN d'autre part, qui va mener à des tortures. Enfin, c'est une période extrêmement pénible, période dans laquelle va s'illustrer un lieutenant devenu célèbre depuis lors, qui s'appelle Jean-Marie Le Pen, qui pratiquait la gégène sur les membres, c'est-à-dire l'électricité sur la plante des pieds des combattants, des partisans algériens qui combattaient pour leur indépendance. Bon. Alors, donc quand on arrive à l'après-guerre, on peut mesurer un petit peu l'importance et l'impact qu'a eu la colonisation algérienne, et en particulier la colonisation des campagnes, des terres, puisque tel est le sujet que j'abordais aujourd'hui. Vous l'avez bien compris que je n'ai pas cherché à envisager tous les aspects de la colonisation française en Algérie. C'est qu'un aspect, si je puis dire, mais un aspect très important, très important, même essentiel. On observe que 40% des terres indigènes sont passées entre les mains des Français. Donc à la fin de la colonisation, 40% des terres. Les Algériens ont été refoulés vers les terres les moins fertiles. Pensez un petit peu à, c'est de nouveau une comparaison avec l'Amérique aux États-Unis, mais à Tintin en Amérique. Tintin se trouve dans une réserve d'Indiens, il s'assied sur un rocher, ou plutôt il y a un Indien qui est assis sur un rocher, lui, il creuse en fait sous terre, et à un moment donné, il arrive à la hauteur d'un puits de pétrole, enfin plutôt d'une nappe de pétrole, le pétrole jaillit de terre, l'Indien se trouve soulevé ainsi que le rocher sur lequel il se trouve assis. Et alors, si vous vous souvenez des vignettes qui succèdent à ce pétrole qui jaillit du sol, on voit l'après-midi, le lendemain, le surlendemain, tout doucement comment les choses évoluent. On voit que l'après-midi, il y a l'armée américaine qui arrive avec des fusils et qui déplace les Indiens, qui vont se trouver dans une réserve. Le lendemain, on est en train de construire une ville, et le surlendemain, on voit Tintin, toujours habillé en cow-boy, qui se trouve au milieu d'une ville champignon, une ville qui a poussé entre-temps. Donc c'est une belle image, je dirais, de ce dont je suis en train de parler ici, sauf qu'ici il ne s'agit pas de pétrole, il s'agit de terre. On a confiné donc les Algériens dans les terres les moins fertiles, et on leur a pris l'essentiel, sur le plan quantitatif cette fois, de leurs terres. Maintenant, sur le plan démographique, cette période est donc l'après-guerre, on voit qu'il y a eu progressivement, depuis le début du siècle, mais de manière de plus en plus rapide, une augmentation très significative de la population algérienne, je parle indigène. Donc, si on fait le bilan de tout ça, une population qui croît, qui augmente fortement, qui se trouve confinée sur des territoires de moins en moins nombreux, sur des terres qui sont peu fertiles, voire carrément stériles. Vous imaginez tout de suite les conséquences. C'est tout d'abord la famine, et on revient à ce qu'on a pu étudier à d'autres moments de l'histoire, en particulier quand on est dans le XIVe siècle, période de calamité. On est en période de dépression économique, souvenez-vous, au XIVe et au XVe siècle, en tout cas jusqu'au premier tiers du XVe siècle. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous vous souvenez? Il y avait eu donc des famines qui apparaissent. Qui dit famine dit moindre résistance des corps aux maladies. Donc ici en Algérie s'est développé également de nombreuses épidémies. Voilà. Donc il y a un lien étroit, si vous voulez, entre l'appropriation des terres et l'état de santé de la population. Ensuite, paupérisation, bien entendu.
paupérisation, tout cela est lié, donc la population algérienne se paupérise. Donc vous voyez que tous les ingrédients étaient en place pour que le système colonial ne puisse plus perdurer. Il y avait eu en tout ça le massacre de Sétif dont je vous ai parlé. Donc tous les éléments étaient rassemblés pour qu'à un moment donné ça pète. Hein, très clairement. Parallèlement, je vous ai dit que les Européens étaient arrivés à une concentration des terres telle que, alors que au début de la Troisième République, on peut dire, même au début du XXe siècle, que 40% des terres appropriées sur les Algériens se trouvaient entre la main de petits propriétaires terriens, avec cette loi de 1926 qui rend la terre complètement mobilisable. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est que dans les années, à la fin des années 40 du XXe siècle, il n'y a plus que 15% de petits propriétaires terriens. Donc ça veut dire 85% des terres sont entre les mains de gros propriétaires terriens, des colons, des Français essentiellement. Alors, quand la Troisième République s'est installée dans les années 1870, l'objectif était de créer en Algérie une démocratie de petits propriétaires, donc de petits bourgeois. Hein. Mais dans les faits, on voit que, au niveau de la représentation politique, ce sont des gros propriétaires terriens, des notables. Ce n'est pas les petits Français qui vont être représentés. On va voir donc des grands propriétaires fonciers, des grands industriels siéger donc dans les assemblées. Et donc, ce discours idéologique qui avait été mené au début de la Troisième République échoue. Et donc, on est franchement, à ce moment-là, donc, dans un système capitaliste à l'état pur, presque pur, je dirais, où c'est la grande propriété qui domine, et l'expression de cette grande propriété apparaît clairement donc, dans la représentation politique. Ce sont eux qui font les lois. Donc, ce sont eux qui font les lois, donc ils ne vont pas évidemment faire voter ou voter des lois qui sont contraires à leurs intérêts. Voilà, j'en arrive à la conclusion avant de vous présenter la bibliographie. Alors, cette conclusion, elle sera simple. D'ailleurs, je l'ai entamée fortement avec mon propos de ces dernières minutes. J'espère vous avoir montré en quoi consiste une des facettes importantes de la colonisation, c'est-à-dire l'appropriation des terres pour disposer de matières premières, ici en l'occurrence de produits alimentaires essentiellement bon marché. Je ne vous ai pas parlé ici des aspects industriels et commerciaux, même si ceux-ci sont liés. Sur le plan commercial, il faut évidemment commercialiser les produits de la terre. Et industriel, je ne vous en ai pas vraiment pas du tout parlé aujourd'hui. Bon, c'est un autre aspect qu'il faudrait traiter dans un autre cours. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier que la colonisation, et d'ailleurs, historiquement parlant, c'est ça les colons. Hein. Les colons, historiquement parlant, quand on monte même à l'Antiquité, ce sont en fait des paysans. Et donc les colons français ou assimilés en Algérie, ce sont en fait des paysans qui partent, des gens qui sont sans travail,
ou qui n'ont pas beaucoup de travail en France. Et alors, à côté de ça, évidemment, vous avez des gens qui étaient déjà riches en France et qui vont s'enrichir encore plus. Ceci avait débuté d'ailleurs dès le début de la monarchie juillet, souvenez-vous, entre 1830 et 1840, où ce sont des aristocrates qui avaient acquis dans cette période anarchique où la législation n'était pas encore fixée, les premières terres. Il faut enfin, et je reviens à mon introduction, replacer le phénomène de la colonisation dans un cadre, en Algérie, dans un cadre beaucoup plus large, et j'ai tenté à plusieurs reprises de faire des parallèles avec ce qui s'était passé à la même époque aux États-Unis, avec en face des États-Uniens, donc les Indiens, et aussi en Afrique du Sud, avec les Noirs qui ont été confinés dans des bantoustans, hein, surtout avant la Première Guerre mondiale, donc un peu plus tardivement. Entendu? Voilà. J'espère que vous aurez bien saisi l'essentiel de mon propos. Donc je vous montre maintenant quelques ouvrages. Alors, d'abord des ouvrages généraux, et puis je vais aller vers l'Algérie, et puis plus particulièrement, et puis ensuite je vais suivre l'ordre chronologique. Alors, de Bailey, un ouvrage qui s'inscrit, ou plutôt c'est moi qui s'inscrit dans ce type de vision de l'histoire que j'ai développé ici, La naissance du monde moderne, 1780-1914, publié par Le Monde diplomatique et les éditions de l'Atelier. Donc cet ouvrage laisse une très large place à la colonisation et au peuple non européen. Sous la direction de Marc Ferraud, le livre noir du colonialisme, 16e, 21e siècle, de l'extermination à la repentance. La repentance est un terme que l'on trouve en France, hein, et qui est, comment dirais-je, utilisé principalement, enfin presque exclusivement par la droite, pour dire qu'il faut en finir avec ce discours de culpabilisation des Français lors de la colonisation, alors qu'ils ont emporté les bienfaits de la civilisation. C'est ce que dit Nicolas Sarkozy et c'est ce que dit Fillon. Hein, ils ne disent pas autre chose. Or, vous savez bien que la civilisation, c'était le cadet des soucis de ceux qui sont partis au XVIIe siècle conquérir le Canada pour avoir la peau des castors, pour avoir la fourrure, des marins qui sont partis dans la région de Terre-Neuve pour la pêche de la morue. C'était le cadet des soucis, c'était même pas le souci du tout, évidemment, de ceux, pour les Français qui sont partis dans les Antilles, hein, où ils ont amené des dizaines et des dizaines, voire des centaines de milliers d'esclaves sur l'île de Saint-Domingue à l'époque, donc c'est Haïti maintenant, à la Martinique, à la Guadeloupe. Et je ne vois pas continuer. Hein. Bon, c'est clair que la colonisation, c'est avant la recherche du profit, c'est l'exploitation du sol et du sous-sol, de terres proches ou lointaines, c'est l'exploitation des populations, c'est la domination également économique, sociale et idéologique des populations. C'est certainement pas l'épanouissement d'êtres humains. Voilà, ça me paraît assez évident. Donc c'est une malhonnêteté intellectuelle, hein, bien entendu, ce que ces hommes politiques français font pour l'instant. Alors, de Jean-Louis Miège, Expansion européenne et décolonisation de 1870 à nos jours, dans la collection Nouvelle Clio. De Jacques Frémaux, Les empires coloniaux, une histoire monde, chez Biblis. Je vous le recommande vraiment, c'est un ouvrage récent, mais que je vous recommande vivement. Je vous montre évidemment, comme d'habitude, que les ouvrages de ma propre bibliothèque, le choix est subjectif, mais ce sont ceux qui m'ont servi à définir le sujet et à l'introduire et ensuite à le creuser. Alors, Maghreb, peuple et civilisation, sous la direction de Camille et Yves Lacoste. C'est un ouvrage, donc Yves Lacoste est un géographe qui s'intéresse, qui a une vision politique de la géographie et qui est marxiste. Alors, l'intérieur du Maghreb, 15e, 19e siècle, Jacques Berck. Alors, Jacques Berck, c'était le
spécialiste, qui était professeur au Collège de France. Voilà, il était plutôt spécialiste de l'Égypte, du nationalisme en Égypte. Alors, de Lucette Valency, dans la collection Questions d'histoire chez Flammarion, le Maghreb avant la prise d'Alger. Dans les collections de l'Histoire, numéro 11, avril 2001, le temps des colonies, dans lequel vous trouvez un article très intéressant qui m'a inspiré, évidemment, sur la colonisation des terres, des campagnes, donc en Algérie. Alors, ça c'est un grand classique, un très très grand classique, Frantz Fanon, Les damnés de la terre, préface de Jean-Paul Sartre chez Maspero. Frantz Fanon est un psychiatre antillais. Il a publié en outre l'enceinte de la révolution algérienne. Vidal-Naquet, alors là c'est pour la période qui suit, mais il a écrit juste après la guerre d'Algérie un petit ouvrage publié dans la petite collection Maspero, La torture dans la République. En fait, ça concerne la torture que l'armée française a pratiquée en France et en Algérie pendant la guerre d'Algérie, donc entre 1954 et 1961. Et enfin, et puis je vais encore vous dire une toute petite chose après, un roman dont l'histoire, le récit se situe pendant l'époque coloniale, qu'un ami qui est acteur-comédien m'a fait lire récemment, de Yasmina Kadra, aux éditions Cédia, Ce que le jour doit à la nuit. Voilà, un roman très intéressant par rapport à ce qui nous intéresse. Enfin, je voudrais vous dire quand même encore un petit mot. À l'heure actuelle, on remet en question beaucoup un certain nombre d'acquis de l'historiographie coloniale. Si vous allez à Paris, vous allez voir qu'il y a quand même, je dirais, si je puis dire, sur la rive gauche, pratiquement à la hauteur du quai Branly, si mes souvenirs sont bons, un monument pour les victimes de la guerre d'Algérie. Il y a aussi, ça c'est à l'initiative de François Hollande, eu la création donc du musée d'immigration, qui est dirigé par Benjamin Stora, un historien, algérien d'ailleurs lui-même, sauf erreur de ma part, d'origine algérienne, enfin d'origine pied noir peut-être, il faudrait quand même vérifier. Et alors enfin, il y a un événement qui s'est produit, alors là c'est en février 1962, dans une station de métro que je prenais tous les jours parce que c'est là que j'ai habité à Paris pendant 4 ans, la station Charonne, qui se trouve dans le 11e arrondissement, où les CRS, la police, est à l'origine d'une dizaine de morts à l'entrée de cette station de métro. Effectivement, dans les années 61-62, alors que la guerre d'Algérie était en voie de conclusion, la France, pour négocier dans un rapport de force avec le FLN, a réprimé, en 1961 surtout, à Paris, il y a une grande manifestation des Algériens contre la guerre d'Algérie. Donc la France a réprimé fortement, alors qu'on était au bout de la guerre, mais il fallait négocier en rapport de force avec le FLN à ce moment-là. Donc ces manifestations, ça a fait de très nombreux morts à Paris, il y a plus d'une centaine, ou même des centaines, je crois, plus d'une centaine de morts parmi les Algériens. Voilà, j'ai dit.